gaz fois la vitesse des gaz. Ça nous donnerait la quantité de mouvement du système. Donc si on a un système composé de plusieurs parties, eh bien il faut prendre la quantité de mouvement de chacune de ces parties. Alors, une fois compris cette notion de quantité de mouvement, on peut passer à la généralisation des lois de Newton, ce que j'appellerais les lois de Newton. En deuxième version. Alors, d'abord, le principe d'inertie. Alors, que devient le principe d'inertie? Eh bien, devient, si on a la somme des forces égale à un vecteur nul, ça implique que, alors on disait que l'objet, le solide est immobile ou à une vitesse constante. Alors dans ce cas-là, on va dire que sa quantité de mouvement P est égale à un vecteur constant. Donc vecteur constant que je peux écrire comme ça, ou dire ce P c'est égal à un vecteur U qui est constant. C'est la même chose. Alors, que veut dire, que cache cette écriture assez contractée? Eh bien, elle cache que si on a un système ce système, il est soit isolé, soit pseudo-isolé. Alors, qui dit isolé, vous l'aurez compris, pas de force appliquée. C'est un système sur lequel n'est appliquée aucune force significative. Le cas d'une fusée dans l'espace qui est à l'abri de la gravité terrestre, qui est loin de la gravité du Soleil, loin des autres planètes, et donc on peut la considérer comme étant complètement isolée. Donc la somme des forces, il n'y a pas de force appliquée. Le deuxième cas de figure, c'est le pseudo-isolé, où là on a des forces, seulement la somme de ces forces, c'est égal à vecteur nul. Où on dit là que les forces sont équilibrées en fait entre elles. Force équilibrée. Et vous avez l'exemple simple d'un porte-avions immobile en plein Atlantique. Certaines forces sont appliquées, la gravitation, la réaction, mais la somme de ces forces est égale à un vecteur nul. Donc on est soit lorsqu'on a un système isolé, soit on a un système pseudo-isolé, ce qui correspond à cette condition. Alors dans ce cas-là, le principe d'inertie, seconde version, nous dit que la quantité de mouvement, le vecteur quantité de mouvement, c'est égal à une constante. C'est un vecteur qui est constant. Alors que veut dire le vecteur P égal à un vecteur constant? Eh bien ça veut dire que P
la quantité de mouvement avant un événement, eh bien c'est exactement la même quantité de mouvement après cet événement. On appliquera ça dans les exercices, par exemple, pour une fusée. On a dit que la fusée si on considère le système fusée plus gaz éjecté, alors on dira que la quantité de mouvement avant la propulsion, c'est-à-dire avant l'éjection des gaz, c'est égal à la quantité de mouvement après éjection des gaz. On déduira des égalités vectorielles et on pourra calculer la vitesse, par exemple, de la fusée. Donc, gardez en mémoire, lorsqu'on dit que P est constant, ça veut dire que P avant l'événement qu'on va étudier dans l'exercice est égal à P après cet événement-là. Alors ça, c'était le premier principe d'inertie. Le second principe d'inertie, c'est non pas de principe d'inertie d'ailleurs, c'est le deuxième principe de Newton, appelé aussi principe fondamental de la dynamique. Alors, que nous dit ce célèbre principe? Alors, dans la première version, il nous disait que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Alors, dans la deuxième version, on dira que dans un référentiel galiléen, ça ne change pas. Alors, on a l'égalité suivante. La somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. Donc dp sur dt, la dérivée par rapport au temps. C'est la généralisation du deuxième principe de Newton. La somme des forces extérieures. Donc là, on aurait le poids, la réaction. Et de ce côté-là, on a la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Alors, vous pouvez remarquer que dp sur dt, dans un cas simple, elle peut être simplifiée. En particulier, on peut retrouver la masse fois l'accélération. Disons que dp sur dt, c'est égal à d sur dt de la masse fois la vitesse, en remplaçant le vecteur p par m fois v. Et si dans le cas d'un solide, la masse est constante, ne dépend pas du temps, alors on peut la sortir de la dérivée, puisque mathématiquement, c'est que la dérivée de lambda fois f, c'est le lambda étant une constante appartenant à R. Si c'est constant, on peut la sortir de la dérivée et dire que c'est simplement lambda fois f'. Donc, si la masse ici est constante, on peut la sortir de la dérivée. On a la masse fois la dérivée du vecteur v. Or, quelle est la dérivée du vecteur vitesse? C'est simplement l'accélération. Donc, on peut dire que là, c'est la masse fois l'accélération. Et donc, pour un cas simple, la dérivée de la quantité de mouvement dp sur dt peut se simplifier en masse fois accélération, et on retrouve ainsi la première expression du second principe de Newton. Alors, troisième principe de Newton, lui il ne change pas, c'est le principe action-réaction.
Alors, qui nous dit, en l'occurrence, que si le système 1 applique une force sur le système 2, eh bien, cela implique que le système 2 applique lui aussi une force sur sigma 1, telle que, eh bien, c'est une force qui est égale en module et opposée en sens, c'est-à-dire écrite avec des vecteurs, la force appliquée par le système 2 sur le système 1, c'est égal à moins la force appliquée par le système 1 sur le système 2. Donc simplement, hein, celui-là ne change pas, c'est la même expression que pour la première version des lois de Newton.